l'écosystème arganné. Bien sûr, c'est l'aspect le plus complexe dans ce congrès. Et à travers ces interventions, nous aurons l'opportunité d'apprendre sur cette complexité qui est marquée par la richesse et la diversité de la bioscience associée à cet écosystème qui est très vaste et qui dépasse les 800 000 hectares. Donc, la connaissance, bien sûr, de cette complexité est un préalable absolu pour une gestion durable de cet écosystème. Et pour ne pas tarder, parce qu'on est déjà en retard de 45 minutes, je passe la parole à M. Mrab Saïd. M. Sanda, le premier intervenant, s'est excusé pour des circonstances actuelles. Donc, je passe directement à M. Mrab Saïd. Et je demande de ne pas dépasser 15 minutes pour laisser le temps aux discussions à la fin. Et merci. Je me présente d'abord, Mrab Saïd, ingénieur des eaux et forêts et docteur en biologie végétale. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats du travail de recherche intitulé l'évaluation de l'effet du pouvoir mycorhizien du sol rhizosphérique de Forbia Bomierana dans la production des plants de qualité d'arganier. Le plan de mon exposé s'articule autour des points suivants: l'introduction et problématique, objectif donc, du travail de recherche, matériel et méthode, résultats et discussion, et je terminerai, Inch'Allah, par une conclusion. La galerie est soumise à une large utilisation des droits d'usage. Ces droits élargis donc, sont devenus actuellement un moyen légal pour la dégradation des forêts d'arganier. Les principaux facteurs de dégradation sont d'abord l'agriculture intensive, le surpâturage, la coupe excessive de bois de feu et la collecte systématique des fruits. À cela s'ajoute l'aridité des climats et l'extension des villes qui vient amplifier davantage le processus de dégradation des forêts. Les peuplements d'arganier se trouvent actuellement dans un état de dégradation avancé et connaissent une dynamique régressive inquiétante. Cette situation conduit impérativement à la dégradation des propriétés physico-chimiques et biologiques des sols et à la réduction de la diversité et de l'activité microbienne du sol. En conséquence, la diminution ou la perte de ce potentiel influence le statut nutritionnel des plantes et limite la réussite des plantations en espèces locales. Pour surmonter ce problème et réussir les travaux de plantation d'arganier sur le terrain, nous avons choisi donc l'inoculation mycorhizienne qui constitue un outil de biotechnologie végétale capable d'améliorer la qualité des plants d'arganier produits au niveau des pépinières forestières. De même, il est connu actuellement que l'inoculation des essences forestières par les mycosymbiotes permet non seulement de faciliter leur installation, mais aussi permet d'améliorer les propriétés physico-chimiques et biologiques des sols. La symbiose mycorhizienne est une association symbiotique gagnant-gagnant entre le champignon et les racines de la plante. Donc, les ressources du sol sont transmises donc, via les ifs aux racines des plantes, et en retour, le champignon reçoit des sucres qu'il est incapable de fabriquer lui-même. Cette symbiose mycorhizienne concerne plus de 80% des plantes terrestres. Il y a aussi donc, la symbiose mycorhizienne aide les plantes à prospérer dans les zones arides et semi-arides à travers l'amélioration de l'assimilation des éléments nutritifs, en particulier le phosphore, l'atténuation du stress hydrique, et elle permet aussi de faire face à la carence en nutriments, à la cultivation des sols et à d'autres stress environnementaux. Le statut mycorhizien de l'arganier a été bien étudié par plusieurs auteurs. Nouaïm, en 1994, a déterminé que l'arganier est dépendant à la mycorhization, et notamment, et en particulier surtout, aux endomycorhizes, c'est-à-dire aux champignons mycorhiziens arbusculaires. Cette dépendance est illustrée par ces deux images qui vous montrent que l'arganier est dépendant à la mycorhization. Donc les plants mycorhizés sont beaucoup plus grands que les plants non mycorhizés.
Ce sont donc les résultats de 2 expériences qui ont été menées par moi-même en 2012. Donc, après 6 mois d'élevage. Donc, deuxième image, c'est le résultat de sous-serre après 7 mois d'élevage, c'était en 2015. La mycorhisation permet donc au plant d'argalier de résister même à la sécheresse et d'avoir un taux de réussite plus élevé. C'est le résultat donc, sur le terrain après 12 mois. Après 12 mois, dans ces 2 images, je vous montre les plants. Donc après 3 ans de transplantation sur le terrain, la différence est nette et la mycorhisation est intéressante et l'araignée est très dépendant à la mycorhisation. Il y a eu aussi de signaler qu'en milieu méditerranéen, des études précédentes ont montré que la mycorhisation par un complexe mycorhizien natif est plus effective qu'un inoculant non natif. L'utilisation d'un inoculant naturel provenant des arbustes est considérée comme une stratégie préférentielle d'inoculation pour garantir la réussite des reboisements. Nous avons choisi dans cette étude Euphorbia bomierana comme une plante cible. C'est une plante cactoïde non palatable des algues littorales et cibles littorales. Elle est abondante dans cette zone. Et cette espèce est choisie, elle est à l'origine de l'inoculant naturel choisi pour inoculer les plantes d'alganides aux pépinières forestières. Les objectifs tracés pour cette étude, d'abord une variation du pouvoir mycorhizien du sol résosphérique d'Euphorbia bomierana. Deuxièmement, c'est l'exploitation de ce potentiel mycorhizien naturel comme une source d'inoculant pour la production des plantes de qualité d'arganides. Le site choisi pour les prélèvements des stocks, c'est le site d'Alzoa. C'est un site représentatif des argandraies dégradées. Il y a des conditions climatiques difficiles, avec un bioclimat aride, et il subit aussi une pression pastorale accrue. Les propriétés chimiques du sol résosphérique d'Euphorbia bomierana et du sol nu sont comptées dans le tableau suivant. On constate qu'il y a une légère différence en faveur du sol nu, notamment en ce qui concerne la teneur en phosphore et en potasse. Le sol prélevé a servi pour la préparation du substrat de culture selon le dosage adopté par les pépinières forestières. Le dosage adopté par la pépinière forestière est comme suit. La tourbe représente 75% et le terreau qui provient des arganets représente 25%. La tourbe permet d'améliorer les propriétés physico-chimiques, alors que le terreau permet d'améliorer surtout la fertilité biologique du substrat. C'est pourquoi il est intéressant d'utiliser un terreau très riche en propagules infectieuses mycorhiziennes, étant donné que l'arganet est dépendant à la mycorhisation. Et plusieurs études ont montré que cette richesse se trouve dans les sols résosphériques des plantes par rapport, si on le compare avec le nombre de propagules qui se trouvent dans le sol nu. Je vais vous montrer ici 2 études qui ont été menées dans 2 écosystèmes forestiers marocains. Le premier est façonné par Cucusis atlantica, le deuxième est façonné par Tetraclins archipelata. Les 2 études ont montré que le sol nu présente un nombre de propagules infectieuses très faible par rapport aux espèces qui constituent ces 2 écosystèmes. Par rapport à le sol résosphérique de Lavandula dentata, Lavandula stecas, ou par rapport à Pispacia atlantica ou Oliaster, dans la deuxième étude. Le protocole expérimental est un dispositif de traitement avec 25 plants chacun. Le substrat 1 est composé de la tourbe désinfectée plus le sol résosphérique d'Euphorbia. Le substrat 2 est composé de la tourbe désinfectée plus le sol nu. Et les propriétés chimiques des substrats d'élevage sont données par le tableau suivant. On constate qu'il n'y a pas de différence de point de vue fertilité chimique entre les 2 substrats 1 et 2. L'addition de la tourbe a permis de réduire au minimum la différence qui existait au départ. Le statut mycorhizien du sol résosphérique d'Euphorbia et du sol nu ont été étudiés. Les spores fongiques sont extraites par la méthode développée par Siverdine.
Et nous avons procédé ensuite au comptage et à l'identification des spores selon le genre en fonction de la taille des spores, la couleur, la structure de la paroi et les sites de fixation. Le prime qui constitue donc le nombre de propagules infectieuses dans un sol, le pouvoir infectieux mycorhizien a été mesuré par la méthode du nombre le plus probable en utilisant la technique de division. Les images suivantes vous montrent donc les étapes à suivre pour déterminer ce prime. En ce qui concerne le taux de mycorhisation, les racines d'arganier ont été lavées avec l'eau de robinet, éclaircies et colorées par le bleu piquant selon le procédé de Philips et Ayman. Résultat et discussion, donc cypestogramme permet d'évaluer l'abondance et la distribution des spores extraites dans la rhizosphère de Forbia et dans le sol nu. Donc vous voyez que le nombre la différence d'abord elle est nette et significative entre les deux types de sol. Le sol de Forbia présente un nombre de spores donc très élevé, de 840 contre seulement 320 chez le sol nu. On note aussi la présence des 5 genres, Glomis, Acorospora, Anthropospora, Gigaspora et Scythelospora. Le genre Glomis est le genre le plus dominant dans les deux sols. Donc, il représente 70% dans le sol rhizosphérique de Forbia et seulement 44% dans le sol nu. Ces résultats sont en accord avec les études antérieures menées dans les écosystèmes forestiers marocains. Ces études ont attribué la dominance du genre Glomis à une grande tolérance de ce genre à la sécheresse. Le prime, donc le nombre de propagules infectieuses mesuré chez le sol rhizosphérique de Forbia est 2 fois plus élevé que le nombre trouvé chez le sol nu. Après 12 mois d'élevage, le taux de mycorhisation et la biomasse des plants d'arganier ont été évalués. Donc, les plants élevés dans le substrat 1 présentent un taux de pollinisation des racines presque 6 fois plus élevé que le taux de pollinisation chez les plants élevés dans le substrat 2. Donc, pour ce qui est de la biomasse sèche, donc, les plants élevés dans le substrat 1 présentent donc, une valeur plus élevée de 51% par rapport aux plants élevés dans le substrat 2. Il y a lieu aussi de signaler que le degré de pollinisation des plants d'arganier est corrélé positivement avec la biomasse sèche. C'est-à-dire, plus on a des plants qui ont un taux de pollinisation plus élevé, plus donc, la biomasse est importante. La nutrition des jeunes plants d'arganier se développant dans le substrat 1 et 2 donc, a été évaluée après 12 mois de culture en pépinière. En ce qui concerne l'azote et le potasse, donc, les plants élevés dans le substrat 1 présentent des teneurs légèrement plus élevées que les valeurs enregistrées chez les plants élevés dans le substrat 2, mais cette différence reste non significative. Alors que pour la teneur en phosphore, donc, on constate que la différence est nette et significative. Donc, les plants élevés dans le substrat 1 présentent une teneur en phosphore 2 fois plus élevée que la teneur enregistrée chez les plants élevés dans le substrat 2. De même, il est important de signaler qu'il existe une forte corrélation entre le degré de pollinisation des racines des plants d'arganier et la teneur en phosphore du tissu végétal. Cela signifie que les plants qui ont un taux de pollinisation plus élevé donc, ont la capacité d'exploiter au mieux et efficacement les ressources du sol, notamment le phosphore. L'effet du sol rhizosphérique de Forbia Pomerana sur la croissance des plants d'arganier a été suivi après 7 et 12 mois d'élevage. Donc la différence elle est nette et significative donc, entre les deux traitements. Les plants élevés dans le substrat 1 présentent une croissance en hauteur qui dépasse donc, de 34% les plants élevés dans le substrat 2. Une tendance similaire donc, a été enregistrée pour le diamètre corporel. Donc, les résultats saillants de cette étude peuvent être résumés en 2 points. L'augmentation du nombre de propagules mycorhiziens du sol rhizosphérique de Forbia a permis l'amélioration de la biomasse, la croissance et a conduit à une meilleure nutrition des plantes d'arganier, notamment en phosphore. Deuxièmement, le sol rhizosphérique de Forbia Pomerana peut être utilisé comme source d'inoculant mycorhizien efficace dans la production des plants de qualité d'arganier en pépinière forestière. Avant de terminer mon exposé, j'aimerais bien donc, vous présenter l'essentiel du travail de recherche qui a été mené sur le terrain
et concernant en même temps l'effet de l'euphorbia bomiana sur le développement des jeunes plantes d'arganier sur le terrain. En janvier 2012, donc, nous avons planté des arganiers à proximité d'Euphorbia bomiana et en même temps nous avons planté l'arganier dans les zones ouvertes à l'aide de la tarière. Cette technique permet un enracinement profond des plantes tout en préservant les conditions du microcycle. La survie et la croissance des plantes sont restées sous contrôle durant la période d'observation entre janvier 2012 jusqu'à janvier 2014, presque 24 mois, et la durée, a été caractérisée par 2 saisons sèches estivales, la première de 4 mois, la deuxième était très longue, de 8 mois, donc entre mai 2013 jusqu'à décembre 2013, et après l'enregistrement d'une tranche pluviométrique importante de 57 mm donc en janvier 2014, les résultats étaient construits. La différence donc est claire, les plants plantés à proximité d'Euphorbia bomiana ont pu résister à la sécheresse après le passage de 2 capes estivaux. Donc l'euphorbia a joué le rôle de la plante nurse pour le développement et la survie des plantes d'arganier. Alors que les plants plantés dans les zones ouvertes n'ont pas résisté à la sécheresse, surtout la deuxième saison estivale. La courbe suivante vous montre le taux de mortalité cumulé après le passage de 24 mois. Donc les plants plantés dans les zones ouvertes présentent un taux de mortalité très élevé de 85%, alors que les plants plantés à proximité d'Euphorbia bomiana présentent un taux faible de mortalité de 27%. En conclusion, sur le terrain, il y a 2 points qu'on peut tirer à travers ce travail de recherche. La survie des plants était remarquablement élevée lorsqu'ils sont plantés à proximité d'Euphorbia bomiana. Et ce résultat semble découler de la combinaison de conditions abiotiques et biotiques imposées par la présence de la plante nourrice ou la plante nurse, ce qui a conduit à une amélioration de l'état hydrique des plantes et a réduit la mortalité estivale par la sécheresse. Permettez-moi avant de terminer cette présentation, d'exprimer ma reconnaissance et mes vifs remerciements pour toutes les personnes qui ont contribué de loin ou de près à ce travail de recherche. Et aussi, j'adresse mes remerciements aux institutions et aux organismes suivants qui ont aidé pour aboutir et pour concrétiser ces travaux de recherche. D'abord, le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, la Faculté des sciences d'Agadir, la Faculté des sciences Nelia de Marrakech et la JIZ. Merci pour votre attention. Merci Sénat pour cet exposé très clair, enrichissant et qui nous montre qu'il faut seulement imiter la nature. Il y a des solutions pour parvenir. Donc, ce sont des études à approfondir et vraiment à les mettre en pratique. Et je pense qu'il y a un espoir. Et je vous remercie également d'avoir respecté le temps. C'était 15 minutes exactement. Merci. Donc, je passe au deuxième intervenant. C'est Mme Louisa d'Algérie pour traiter le sujet diversité foliaire de 2 populations d'Argania spinosa de la région de Tindouf. Bonjour. Alors, je ne suis pas Lisa Assis, Lisa Assis, c'est mon étudiante. Elle n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Elle rejoindra Agadir cet après-midi. Je présente le travail à sa place. Je suis Madame Smail Sadoun, sa promotrice. Alors, notre travail consiste en une approche de la diversité foliaire de 2 populations d'Argania spinosa de la région de Tindouf en Algérie. Alors, les populations naturelles d'Argania spinosa sont largement distribuées au Maroc. En Algérie, elles se retrouvent naturellement dans le sud-ouest algérien, plus exactement dans la région de Tindouf. L'argania a une valeur économique et écologique qu'on n'a plus à prouver. Hier, on a eu vraiment un étalage de tout ce que l'on pouvait faire avec l'arganier.
Au Maroc, il est très très bien rentabilisé, utilisé, mis en valeur. En Algérie, ça l'est beaucoup moins. D'abord de par l'éloignement des populations d'Arganier par rapport au nord de l'Algérie, c'est à l'extrême ouest, et de par la difficulté de l'emplacement au niveau de ces populations. Alors, plusieurs facteurs anthropologiques et physiques réduisent la densité des écosystèmes arganiers, aussi bien au Maroc qu'en Algérie. Ce qui nous intéresse, nous, par rapport aux populations de Tindouf, c'était de faire une approche, une petite caractérisation de la diversité qu'il y a au sein de ces populations, pour la simple et bonne raison qu'elles se retrouvent dans un milieu saharien, extrêmement pauvre en précipitations, extrêmement pauvre, les sols très, très pauvres aussi en matière organique. Alors, plusieurs recherches sont conduites aussi bien au Maroc qu'en Algérie. Il y a d'autres travaux qui vont être présentés. L'approche que nous vous présentons, elle est morphologique et elle concerne la biodiversité foliaire qui existe au sein des arganeries étudiées. Alors, l'expérience concerne deux populations d'arganiers de la région de Tindouf. Elles se retrouvent dans le périmètre de Touif Bouham, que vous avez au niveau de la carte. Deux oueds ont été concernés par ce travail, Oued El-Ma et Oued Bouyaré. Nous avons échantillonné au niveau de chaque population des arbres et nous avons considéré différents paramètres de biométrie foliaire. Alors, l'effectif a concerné 10 arbres par périmètre. L'échantillonnage s'est fait en décembre 2013. Il a été réalisé sur 2 périmètres, donc 10 arbres, 30 feuilles par arbre ont été échantillonnées. Bien sûr, comme les feuilles sont persistantes, elles tombent au bout de 2 ans, nous avons considéré bien sûr les feuilles de même âge. 7 paramètres morphométriques ont été observés. On a la longueur de la feuille, la largeur de la feuille, la longueur du pétiole, le nombre de nervures secondaires et la longueur de la nervure principale. On a pris aussi en considération le ratio, longueur, largeur et la surface foliaire. Ces caractères n'ont pas été pris au hasard. On a essayé de comparer nos résultats avec le travail qui a été fait sur les populations marocaines. Alors, on s'intéresse dans un premier temps aux variations de longueur et de largeur. On remarque que la diversité à l'intérieur de la population, c'est-à-dire Oued Bouyaren et Oued El-Ma, est quasiment nulle. Vous avez des valeurs très très proches. On a l'impression que les arbres ont la même longueur et la même largeur de feuilles. Par contre, entre les populations, c'est-à-dire Oued Bouyaren et Oued El-Ma, il y a une différence significative, aussi bien pour la longueur que pour la largeur des feuilles. Et on remarque que c'est Oued El-Ma qui a la longueur et la largeur des feuilles les plus importantes. Alors, vous avez un graphe avec l'ensemble des caractéristiques pris en considération, et vous remarquez que c'est toujours Oued El-Ma qui sort avec les plus grandes feuilles, les plus longues feuilles, les plus larges, la surface foliaire la plus importante, la longueur de la nervure principale la plus importante, et par rapport au nombre de nervures secondaires et à la longueur du pétiole, on n'a pas tellement de différence. On s'est dit peut-être que ces différences s'expliquent par le climat. Impossible. Les oueds sont distants de 15 km environ. On est dans la région de Tindouf. Vous avez un diagramme ombrothermique, vous le voyez sur la diapo, diagramme ombrothermique de 12 mois secs. Les précipitations sont de 43,3 sur une moyenne de 10 ans. Généralement, on est dans un climat saharien, donc elles n'excèdent pas les 50 mm. Les températures sont à peu près équivalentes. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas le bioclimat qui agit sur cette diversité. L'eau de pluie peut être emmagasinée plus longtemps au niveau de l'Oued El-Ma. Donc on s'est intéressé aux textures des sols. La capacité de rétention d'un sol dépend de sa texture. Donc on a fait les textures pour les arbres échantillonnés. La différence n'est pas énorme. Les sols sont tous sableux à sablo-limoneux. Donc franchement, avec une texture sableuse et sablo-limoneuse, vous ne retenez pas grand-chose. On s'est dit peut-être que ce sont les symbioses mycorhiziennes au niveau des racines. Toutes les racines sont mycorhizées plus ou moins de la même manière. On s'est dit que c'était peut-être aussi les endophytes. On trouve autant d'endophytes à Oued El-Ma que, je parle de micro-endophytes bien sûr, des champignons, on trouve autant de micro-endophytes à Oued El-Ma qu'à Oued Bouyaren. Bon, notre travail est une étude préliminaire sur la biodiversité de l'arganier dans la région de Tindouf. L'analyse de la variance révèle des différences hautement significatives entre les populations et pas à l'intérieur des populations. Les différences concernent la longueur et la largeur de la feuille, la longueur de la nervure principale et du pétiole et la surface de la feuille.
Ces résultats, justement, ne concordent pas avec ceux de Zahidi et ses collaborateurs qui ont été faits en 2013, puisqu'une diversité intra-population a été observée pour les populations marocaines. Alors, comment pourrait-on expliquer cette diversité? Donc, pour le moment, la seule explication que l'on peut donner, c'est que c'est une diversité qui existe au sein des individus, au sein des populations. Peut-être que l'éloignement de 15 km dans une région saharienne fait qu'il n'y a pas de contact entre les populations. C'est un sujet vraiment à creuser. C'est intéressant. Cette diversité ne doit pas être perdue et doit vraiment être mise en évidence et étudiée. Donc à l'avenir, ça serait intéressant d'augmenter le nombre de périmètres dans la région de l'Ouest Bouham, éventuellement continuer sur la région de Merkala et voir si cette diversité vraiment est spécifique à chaque population. Je remercie la conservation des forêts de la région de Tindouf qui a vraiment aidé mademoiselle Assi à faire ce travail. Sans la conservation, on n'aurait pas pu aller dans des régions où il faut quand même 50 km de piste minimum pour arriver. Je vous remercie aussi d'avoir accepté ce travail, je vous remercie de m'avoir écouté. Et Inch'Allah, à très bientôt. Merci. Merci, Madame Louisa. Ismaël. C'est Nouria, c'est pour le prénom. De cet exposé concis, bref, et également qui montre qu'au sein des Arméniens, il y a une diversité qu'il faut vraiment approfondir. Je passe la parole maintenant à M. Al-Jabbar Abdelhadi pour son intervention sur l'évaluation de la biodiversité de l'entomofaune terrestre associée à l'écosystème de la Arménie. Bonjour tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Abdelhadi Al-Jabbar. Je représente l'ENARA. Je vous présente notre travail qui s'intitule l'évaluation de la biodiversité entomofaune terrestre associée à l'écosystème d'Arganerie. Ce travail s'inscrit dans le cadre de l'étude de fonctionnement de l'écosystème d'Arganerie. On traite notre travail selon le plan suivant. Tout d'abord, un aperçu sur l'Arganerie, puis l'importance des arthropodes dans l'écosystème d'Arganerie. Troisième point, met l'accent sur l'objectif de l'étude. Le quatrième point s'intéresse au matériel et méthodes. Le cinquième point concerne les résultats. Et finalement, conclusion des recommandations. L'Arganerie est un arbre endémique du sud-ouest du Maroc, où il a sur plusieurs fonctions. Il est réparti sur plusieurs régions, à savoir le plateau de Kahar, le versant sud de Haute Atlas, la plaine de Sousse, l'Anti-Atlas. Il couvre une surface d'environ 800 000 hectares et avec environ 11 millions d'arbres. Il constitue le deuxième essence forestière nationale. L'Arganerie est un patrimoine irréversible particulier grâce à ses caractéristiques assez généreuses et très diversifiées. Il assure tout d'abord une meilleure adaptation au bioclimat. Il a une meilleure adaptation au bioclimat aride du semi-aride. Il se développe dans la région qui connaît un stress, une sécheresse, avec un optimum pluviométrique qui s'évale à 250 mm. Il pousse sur les différents types de sols, à l'exception de sable mobile. C'est un arbre à usage multiple. On le trouve dans l'alimentation, cosmétique, la production de bois, le pâturage. Il joue plusieurs rôles au niveau écologique et socio-économique. Pour ce qui concerne les rôles écologiques, on note l'Arganerie permet la stabilité du sol contre l'érosion hydraulique et éolienne. Il constitue le dernier rideau contre la désertification.
Il a un effet ombrage et améliorateur du sol. Il constitue le maillon principal de l'écosystème. Et de ce fait, il permet de maintenir la biodiversité des espèces végétales et aussi animales. Au niveau socio-économique, l'Arganie a plusieurs rôles. La chaîne de production de l'huile d'argan permet la création d'emplois et de ce fait limite l'exode rural. Il permet aussi une production céréalière importante. Il permet l'accès aux services sociaux. Au niveau organisationnel des droits et des ménages, on note la création de multiples coopératives et associations. Avant d'entamer l'objectif de cette étude, j'aimerais bien définir cette notion, à savoir la notion de l'écosystème. L'écosystème d'Arganie est composé de deux composantes, des paramètres abiotiques ou physico-chimiques, des paramètres biotiques qui concernent les organismes vivants. Il y a des vertébrés, des micro-organismes, des invertébrés et des espèces végétales. Les arthropodes représentent l'embranchement le plus nombreux. Il assure plusieurs fonctions dans l'écosystème d'Arganie. Il joue un rôle de distribution des graines. Il joue un rôle dans la pollinisation. On trouve aussi des prédateurs. Il joue un rôle de structuration et enrichissement du sol. Ils ont aussi des inconvénients, à savoir les ravageurs. Ils sont aussi des vecteurs des maladies. Je mets l'accent sur les indices d'évaluation de la biodiversité. L'indice le plus utilisé est l'indice de Shannon-Weber. Cet indice égale à moins la somme des pays fois log de pays. L'indice de richesse aussi égale un nombre d'espèces de la zone d'étude ou de l'échantillon. La diversité spécifique égale au log de S. Et enfin l'indice de l'équitabilité de P qui permet d'avoir une idée sur la répartition des espèces dans la zone d'étude. L'objectif de cette étude est tout d'abord de dresser une liste des espèces d'arthropodes à l'écosystème d'Arganie, évaluer la diversité spécifique des insectes de l'écosystème d'Arganie. Plus loin, le suivi c'est un outil de suivi de l'évolution de la biodiversité suite au changement climatique et suite à l'action de l'activité humaine. Il permet aussi de rechercher les candidats de la lutte biologique. Cette étude a été déroulée dans la zone de Tisni-Tifli. 7 points ont été choisis pour l'échantillonnage. Cette région se caractérise par un climat aride d'influence, influence océanique dans la zone côtière. Elle connaît une pluviométrie faible et régulière. Les points choisis pour l'échantillonnage sont enregistrés, les coordonnées de ces points sont enregistrées à l'aide d'un GPS pour faciliter l'échantillonnage périodique des espèces. Et d'ailleurs, la figure à côté montre les différents points d'échantillonnage. La méthode d'échantillonnage utilisée est la méthode directe, à l'aide d'un aspirateur à bouche, ou par les mains pour les gros insectes. L'échantillonnage a été déroulé pendant l'année 2015. Dans chaque point, la méthode utilisée, dans chaque point, déplacés de 1 mètre sont délimités de part et d'autre de tronc à une distance de 80 cm. Puis les arthropodes de l'alvétière sont capturés, soit avec l'aspirateur à bouche ou manuellement pour les individus de grande taille. Par la suite, les espèces sont conservées dans l'alcool, dans des flacons étiquetés. L'identification se déroule au niveau de laboratoire. Tout d'abord, on procède à un triage des échantillons
puis à l'aide d'une loupe binoculaire et technique d'identification, on arrive à identifier les individus jusqu'à la grande famille. Les prochains spécimens sont conservés au laboratoire d'État d'Agadir. L'identification nous a permis d'avoir les résultats suivants: d'identifier 3 classes, 12 ordres, 17 familles et 41 morpho-espèces. Et un total d'individus d'environ 300 individus. Au tableau suivant, on présente la répartition des espèces selon les 3 classes échantillonnées. Il y a les crustacés, les insectes, la classe des arachnides. D'ailleurs, les insectes est la classe la plus nombreuse, par un total d'individus de 224 individus. Elle représente 75% du total d'individus échantillonnés, suivi par la classe des arachnides qui est représentée par 22%. Par contre, les crustacés il est moins représenté, il est représenté par 3% d'individus échantillonnés. Le tableau suivant montre la répartition des espèces selon les 3 classes. Le plus important ici, la remarque la plus importante, c'est la famille des formicides qui est la plus nombreuse, qui représente le grand nombre d'individus, avec un nombre de 161. L'analyse de résultats nous a permis de calculer la diversité spécifique, la richesse spécifique, la diversité spécifique théorique et l'équitabilité. Uniquement pour les insectes. Pour ce qui concerne la diversité spécifique, elle est égale à 2,43. La richesse spécifique égale à 29 espèces. La diversité spécifique égale à 3,37 et l'indice d'équitabilité égale à 0,72. Ces indices nous permettent d'avoir une idée sur la diversité spécifique et l'équitabilité. D'ailleurs, une valeur de 2,43 nous permet de conclure que la diversité spécifique est faible pour ce qui concerne les insectes, mais par contre, l'équitabilité est assez élevée et nous permet de conclure qu'il y a une répartition équilibrée des espèces. Je vous montre quelques photos des espèces échantillonnées. Ce tableau représente l'ordre des coléoptères avec 9 espèces qui sont morphologiquement différentes. L'ordre des hémiptères, il y a 6 espèces qui sont morphologiquement aussi différentes. Malheureusement, on n'a pas identifié les espèces jusqu'à l'espèce, parce que c'est un domaine de spécialiste qui demande beaucoup de moyens. L'ordre des hémiptères, la famille des formicidae, est représentée par 9 espèces qui sont aussi assez diversifiées. Pour conclure, ce travail nous a permis de dresser une liste préliminaire d'espèces d'arthropodes, l'écosystème d'Arganie de la région de Tiznit, les principales classes des arthropodes et leur pourcentage, 3 classes d'insectes, 3 classes des insectes, des arachnides et les crustacés. Les insectes représentent environ 75 total d'individus échantillonnés. La famille des formicidae représente environ 72% des insectes et 50% du total d'individus échantillonnés. La diversité spécifique des insectes est faible
et une équitabilité élevée au sein de la classe des insectes. Les recommandations, il faut avoir ou étudier l'effet de la saison sur la dynamique des arthropodes afin d'avoir l'abondance et la diversité des arthropodes en fonction des saisons et en fonction de l'espace. Aussi, il faut multiplier les méthodes d'échantillonnage et utiliser les autres méthodes, à savoir les pit filtrates, pièges lumineux, pièges de couleur, et filets fauchoirs pour échantillonner les autres espèces. Merci pour votre attention. Merci Sidi Ajara pour cet exposé très intéressant parce que la contribution à l'évaluation patrimoniale de l'arganerie, notamment la diversité monospécifique, et ce sont très peu d'études qui sont faites sur les insectes et les insectes sont des indicateurs de la santé des écosystèmes. Donc, on doit vraiment s'attaquer à cet aspect de nos écosystèmes parce qu'il y a pas mal d'espèces qui ne sont pas encore connues. Et on vient même de découvrir ces espèces pour la première fois pour la science au niveau de TAS. Donc, merci Serge. Et je passe la parole à M. Bouhroud Rachid pour son intervention Importance du lichen dans les arganeries marocaines. Merci. Je vais essayer de vous présenter un sujet qui n'est pas habitué à l'arganie, qui est les lichens. Récemment, il y a beaucoup de questionnements sur l'effet des lichens sur cet arbre. Donc, je vais commencer par un plan qui est l'importance économique. L'importance économique, socio-économique de l'arganier. Je crois que tout le monde connaît l'importance de cet arbre, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, les objectifs, l'aperçu sur les lichens, la méthodologie, les résultats et enfin quelques recommandations. Donc, j'ai essayé de synthétiser les différentes informations sur l'arganie. C'est une espèce de la famille des Sapotacées. Elle est reconnue par l'UNESCO comme réserve de biosphère en 1998. La superficie est environ 830 000 hectares. La densité réelle dans nos arbres, dans nos forêts, c'est entre 20 et 50, ce sont les différents rapports et les différentes études. Entre 20 et 50 arbres par hectare. Le nombre total des arbres est d'environ 20 millions. Le rendement moyen est 500 kg par hectare, c'est la moyenne. La production moyenne est 4000 tonnes par année. Et je crois maintenant les objectifs sont d'atteindre un objectif de plus que 4000. À titre indicatif, 100 kg de fruits donnent 62 kg. Si on peut dire 62% de fruits secs et 31 kg de fruits sans pulpe, 31 kg de pulpe, et puis 3 kg d'amandes, qui va nous donner à la fin 1 litre d'arganie. En fait, le pourcentage d'huile, c'est entre 1 et 1,5, mais en moyenne, c'est 1 litre pour 100 kg de feuilles. Le tourteau d'arganie représente entre 80 et 85 unités foragères. C'est important. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour partager
partie de travail de la thèse du doctorat que j'effectue à l'Institut agronomique vétérinaire. Le travail est intitulé Approche moléculaire pour identifier, cribler les isolats américains de trichoderma et tester in vitro leur efficacité antagoniste contre les phytopathogènes telluriques. Le plan de la présentation sera comme suit. On commencera par une introduction. Je vais diviser le plan en deux parties. On va voir les questions qui amènent à faire ce travail et les objectifs, matériel de méthode, résultats, conclusions. Dans la première partie, qui va parler de l'isolement et la caractérisation moléculaire de trichoderma. Et je ferai la même chose pour la deuxième partie, qui va parler du test de confrontation de trichoderma contre les phytopathogènes telluriques. Ayons un peu le contexte général du travail avant de partir plus loin. Je vais définir le champignon d'intérêt. Trichoderma est un champignon filamenteux, universel, qui loge différents habitats et s'adapte à différents climats. J'ai donné l'exemple, l'image au haut, trichoderma dans son habitat naturel, et en bas, trichoderma cultivable, dans un milieu de culture. Trichoderma est classé troisième champignon industriel utilisé comme producteur dans une cellulosique en industrie énergétique. Généralement, c'est une espèce qui est très connue qui s'appelle ACI. Et puis, il y a d'autres espèces qui sont utilisées comme agents de biocontrôle dans l'agriculture, dans la biologique. Bon, tant qu'on est ici au Congrès international de la Granier, il est bien évident de savoir pourquoi, c'est quoi l'intérêt d'isoler ces agents, ces micro-organismes depuis le sol d'Arganie. Trichoderma est abondant dans le sol des forêts et comporte des profils métaboliques très variables qui sont de nos jours exploités. Et puis, c'est pour cela que si on peut isoler des espèces trichoderma depuis le sol de la forêt d'Arganie, qui pourrait bien sûr exhiber un profil de parasites qui sera intéressant pour le criblage des trichoderma performants, qui est normalement le travail de ma thèse. Le criblage, c'est une première phase de la sélection des agents de biocontrôle utilisés dans la lutte biologique. Dans le criblage de trichoderma performants, il y a des outils de pointe qu'il faut utiliser. Et l'outil de pointe qui est très connu, c'est la caractérisation moléculaire. Donc il faut identifier les espèces par marqueur moléculaire, diagnostiquer avec un outil trichoderma ADN barcode, donc pour avoir des similarités entre les espèces qu'on a et les espèces qui existent déjà dans la banque des gènes, puis faire des tests de souche in vitro, in vivo. Pour le choix des marqueurs moléculaires, il y a toujours un débat, ce qui concerne le genre trichoderma. Et la caractérisation moléculaire du trichoderma, ça ne va pas vraiment si facile. Vu qu'il y a une hyperdiversité, certainement reliée au profil métabolique, et la spécialisation thérapeutique de ce genre. Et donc, dans la référence, il y a toujours recommandation pour une analyse génétique intégrée en combinant plusieurs marqueurs moléculaires. Donc, il faut toujours utiliser les ADN ribosomes, donc les ADNR, les ITS, et d'autres marqueurs qui les accompagnent, comme les gènes qui codent les protéines, facteurs dégradation, F1, actine et RPP. Le marqueur TF1, le marqueur TF1 qui correspond au gène du facteur d'élongation, qui code pour une protéine qui a une activité cellulaire importante dans les cellules micro-organismes et de plus en plus utilisé dans le cadre d'analyse phylogénétique et de systématique de champignons trichoderma. Et là, on montre les questions qu'on doit faire dans ce travail. Est-ce que je peux utiliser TF1 pour identifier et caractériser des espèces de souches trichoderma du sol américain?
Et est-ce que je peux identifier les cribles des trichoderma par accompagnant d'un seul marqueur? Vu que si j'utilise plusieurs marqueurs, mon intégration, ça coûte cher, donc il faut trouver une méthode cost-effective. Et c'est l'objectif de la première partie, qui est la caractérisation moléculaire des isolats de trichoderma manquants avec le gène DFA. Pour le faire, il fallait prélever le sol, bien sûr. J'ai visé le sol de la réserve d'Ariane, qui est une forêt, à côté ici, à Agadir. Mais aussi, j'ai eu l'occasion d'aller faire des collectes sur une culture de fraisier sur Rabat. Donc, il fallait voir un peu de tout. Mais je faisais point sur ce que je peux trouver sur le sol de l'Ariane. J'ai fait la suspension, des dilutions sur des milieux de culture fongiques. Une fois j'ai détecté des colonies qui ont des caractères morphologiques correspondant à trichoderma, je replique, je purifie jusqu'à avoir des sous-cultures. Puis on procède à l'isolement des spores, qui est une étape très cruciale pour l'extraction de l'ADN génomique. L'extraction de l'ADN génomique se fait par la méthode DNA Fast Extraction Method pour les full fungi, c'est pour les champignons. C'est juste une thermolyse pour déstabiliser le mycélium du trichoderma, récupérer le matériel à l'intérieur de la cellule, séparer les débris protéiques, se débarrasser des débris protéiques par précipitation, et récupérer le culot qui contient l'ADN génomique. La qualité, bien sûr, il faut s'assurer, avant de faire une PCR, il faut s'assurer de la qualité de l'ADN mesuré par calcul de ratio de la densité optique, 260 nanomètres sur 280 nanomètres, et la quantité en nanogrammes a été mesurée par l'appareil nanodrop. J'ai eu une marge de 600 à 1300 nanogrammes, ici était assez suffisant pour faire la PCR. J'avais que faire des éditions pour obtenir 30 nanogrammes. Et pour faire rapidement, parce que vraiment il fallait 15 minutes, dans la présentation, je passe directement au résultat de la PCR. On pourra discuter le matériel méthodique juste après. Donc, dans les résultats, j'ai obtenu des bandes de taille 1300 paires de bases, bien surveillées depuis le temps que j'ai rien obtenu, qui correspondent, ces 1300 paires de bases correspondent aux séquences de TF1 qui couvrent l'intron 4-5 de la partie de l'exemple blanc du gène TF1. Cette identification préliminaire de la séquence m'a permis de facilement collecter donc, les bandes, donc les produits PCR amplifiés, et ils vont être bien sûr séquencés. Pour le séquençage, je n'ai pas effectué personnellement le séquençage. Au laboratoire où j'ai effectué ce travail, on a soumis les produits PCR au laboratoire de Rofin, c'était à Petersburg, en Allemagne. Puis, après 2 jours, ils ont remis notre chromatogramme. Les profils chromatogrammes ont suivi des exercices pour l'alignement et la construction phylogénétique. L'alignement était fait par le BLAST sur la banque des gènes NCBI, mais aussi sur l'outil d'ADN barcode TrichoBLAST. Et puis comme résultat, j'ai obtenu dans l'alignement, dans la banque des nucléotides NCBI et TrichoBLAST, 2 groupes. Le groupe A, qui correspond à la séquence TF1, avec une similarité 97% à 99% avec l'espèce Arziano. Les isolats de groupe A sont bien montrés juste au-dessus. Le groupe B correspond aux séquences F1 et ont montré une similarité de 100% avec l'espèce Trichoderma ricei. Donc, avant de partir et faire l'exercice de l'arbre phylogénétique, dans l'alignement, on a fait aussi, pas que l'alignement sur les sites web qui sont connus pour les similarités de séquences nucléotidiques, mais aussi on a fait l'alignement pour voir les homologies de séquences sur un logiciel CustoMX.
avec le groupe, on a travaillé, c'était plus intelligent de voir si on a de faire l'exercice de l'arbre phylogénétique juste dans les groupes qui sont hétérogènes. Et on a pris la décision de faire cela sur le groupe A, puisqu'il constitue des groupes différents. Le groupe B constitue tous les isolats constituent les mêmes séquences, identiques, chacune identique à l'autre, donc il n'y avait pas vraiment raison de faire ça, surtout pour la publication. L'arbre phylogénétique de la branche ardénone qui correspond au groupe A nous a permis de réarranger nos espèces sous deux espèces qui ont été identifiées, Afro-Arsianum et Guizouense. Les Afro-Arsianum sont s'appelés en bleu et la Guizouense elle est en rouge. Les deux espèces appartiennent au clade ou à la branche arsienne. Bon, comme conclusion, le gène F1 a effectivement permis de caractériser les isolats marocains en trois espèces, Guizouense, Afro-Arsianum et RCI. Avec, je note, RCI, une espèce qui appartient au sol d'Argani, de la bioréserve d'Argani, et la Guizouense Afro-Arsianum et l'Afro-Arsianum dans le sol de la bioréserve Argani et de l'autre sol qui est la culture fraisier à Alsacie, Guizouense était identifié seulement dans la réserve, dans le champ de culture fraisier de l'Alsacie. Le gène du facteur d'élongation F1 est vivement recommandé dans la littérature pour la caractérisation et l'analyse phylogénétique du genre Trichoderma hypochlea et pour la re-identification des produits commerciaux PCA qui contient des espèces de Trichoderma. Dans la deuxième partie, puisque c'était l'intérêt du travail, c'était de cribler des trichodermes performants, de voir est-ce qu'il y a un effet antagoniste contre les phytopathogènes du sol à importance économique. Y aura-t-il des souches, et pour répondre aux questions suivantes, y aura-t-il des souches trichoderma isolées depuis le sol marocain à effet antagoniste contre les phytopathogènes du sol? Deuxième question, est-ce que je peux identifier le mécanisme d'action principal de ces isolats? Et est-ce que je peux bien sûr lier l'activité mycoparasitique des isolats trichoderma à leur but? Si j'obtiens un trichoderma isolé depuis la bioréserve d'Argani, et qui a un profil mycoparasitique, je pourrais faire un criblage et je continue le criblage sous le même environnement. Donc l'objectif c'est de faire le test de confrontation pour évaluer in vitro l'effet antagoniste des isolats de trichoderma marocain contre une collection de phytopathogènes. Puisque le travail a été fait au laboratoire phytopathologie à l'Institut entomologie, pathologie, protection des forêts à l'université, à l'Institut, à l'IFF, à l'université beaucoup en Autriche. La plupart des champignons du sol des collections qu'ils ont étaient des collections de champignons pathogènes de forêt. Les pathogènes que j'ai utilisés sont Verticillium labiar, Rhizoctonia salami, Fusarium oxysporum. Pour le test de confrontation, on a dû juste repliquer des disques de malt qui contiennent les cellules de trichoderma et du pathogène, les mettre dans des boîtes de malt près. Chaque antagoniste confronte le pathogène. Le test est répété pour chaque combinaison en triplet. Pour l'évaluation de l'activité antagoniste, on suit l'évolution de la croissance radiale du mycélium du pathogène et on mesure le rayon du pathogène qui prend en place de trichoderma et les deux rayons perpendiculaires. L'analyse de la variance de la régression comme analyse statistique nous permet de mesurer les paramètres de régression qui vont nous permettre de comprendre ou d'interpréter aussi le mécanisme d'action. Quelques points sur le mécanisme d'action des isolats de trichoderma. L'un des paramètres les plus importants, c'est la pente de courbe de régression qui correspond à la vitesse de croissance radiale en millimètres par heure. J'ai donné l'exemple des 5 isolats que j'ai obtenus avec une autre capacité de réduire de 2 à 3 fois la vitesse de la croissance radiale du pathogène du fusarium.
avec un taux significatif qui est inférieur au niveau 0,05. Cette comparaison de pente m'a permis de trouver non, pas seulement ces sacs isolables, mais bien sûr d'identifier ces trichodermas comme des agents, comme des souches qui ont probablement un profil antagoniste. Pour continuer la comparaison, il n'y avait pas seulement bien sûr ce tableau, j'ai juste tronqué le résultat le plus important. Pour la comparaison de l'évolution de la croissance, on a construit des courbes de tendance par Excel pour suivre la différence d'évolution entre le rayon mycélial, la croissance mycéliale du pathogène Fusarium avec la croissance mycéliale du pathogène Fusarium oxysporum contre les isolats Trichoderma afro-eurasianum qui sont Trichoderma afro-eurasianum et Trichoderma icei. Trichoderma afro-eurasianum correspond aux isolats 8A21 et icei T9I12. Dans la comparaison, on voit bien que le rayon antagoniste ne croit pas, le rayon antagoniste n'évolue pas de la même manière que le rayon contrôle. Je fais une comparaison avec d'autres courbes d'évolution de tendance qui correspondent à la courbe de tendance des verticillatalia. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de différence. Le mécanisme d'action des isolats peut être bien sûr interprété par l'analyse de la régression et les courbes de tendance, c'est la plupart des combinaisons, et suggère une retardation et puis un arrêt de la croissance radiale du mycélium du pathogène. Cette retardation et arrêt peut être fortement due à l'implication de composés diffusibles qui sont généralement des antibiotiques. Alors cela nous a permis d'interférer l'antibiose comme mécanisme de lutte. Qui arrête la croissance du pathogène. D'autres observations étaient aussi faites lors des images qui correspondent là où il y a trichoderma contre par exemple le Fusarium. La prolifération et la sporulation de trichoderma sur les colonies de pathogènes nous permet de conclure un autre effet, c'est l'action mycoparasitique de quelques trichoderma sur le mycélium du pathogène. Enfin, d'après le test in vitro, les isolats provenant de la bioréserve d'Arganier, qui sont les 5 isolats dont j'ai parlé dans les résultats, sont capables de parasiter et coloniser le mycélium de pathogènes testés. Dans la littérature, il est démontré que les espèces de la branche arisienne contrôlent plusieurs champignons sur pathogènes, comme les Ophania, Fusarium, Acromycin. Donc c'est le cas, des isolats T8A 1, 2, 3, 3, 4, 1, 4, 2, qui sont caractérisés par TF1 dans ce travail et qui sont originaires de la bioréserve d'Arganier. Le mycoparasitisme est très répandu dans le genre de trichoderma et l'origine de souche peut être aussi la raison impliquée pour avoir un effet direct du mycoparasitisme contre le pathogène du cerveau. Donc, en perspective, j'ai la vision de continuer le criblage, de faire des tests in vitro sur d'autres phytopathogènes de la continuer mes tests pour la phase de sélection, parce qu'il faut avoir des tests sur des essais, sur des plants, dans les essais minimum, dans les serres d'essai, et puis surtout continuer les éléments d'autres souches, avec d'autres profils mycoparasites de la bioréserve d'Arganier. Voilà, merci. Merci Mademoiselle pour cet exposé. C'est un peu compliqué de comprendre tout, parce que surtout il s'agit de la génétique, mais il a une portée pratique. C'est surtout concernant la caractérisation des agents qui peuvent constituer des antagonistes et qui peuvent être utilisés dans les stratégies de prévention contre les agents pathogènes. Donc vraiment c'est très intéressant. Et pour terminer les interventions,
je passe à M. Afi Abdelrahman pour traiter le sujet sur les plantes aromatiques et médicinales, un levier de développement, conservation et valorisation de la rainerie du Maroc. Donc le thème que j'ai le plaisir de traiter s'intitule les plantes médicinales comme étant un levier de développement, conservation et valorisation des écosystèmes à gagner du Maroc. Tout d'abord, je me présente, Afi Abdelrahman, et on travaille au niveau du centre de recherche forestière. J'occupe actuellement le poste de directeur de l'École nationale forestière d'ingénieurs au niveau de Salé. Donc, la thématique, c'est les plantes médicinales au niveau des 3 grandes zones d'arganier. Donc, l'arganier du sud-ouest marocain, l'arganier de la région de Khémissat, Rabat, Sirobio, et en partie donc, la région de Miznessin dans l'oriental, donc au niveau de Bekan. Donc c'est un travail qui a été fait avec C. David, et je profite de l'occasion pour lui souhaiter un bon rétablissement compte tenu du fait qu'il a été hospitalisé ces derniers temps. Donc, le plan que je vais essayer de suivre, c'est une introduction, l'objectif, l'approche méthodologique, les résultats auxquels nous avons abouti, et je terminerai par une petite conclusion. Donc, en guise d'introduction, l'arganier, les écosystèmes arganiers s'étendent sur plus de 871 000 hectares. Ce sont des écosystèmes remarquables, remarquables par leur rôle environnemental, socio-économique, économique et le rôle social. Comme on le sait tous, l'arganier, les écosystèmes arganiers s'étendent depuis le niveau de la mer jusqu'à 1400-1500 mètres d'altitude. Donc, se développe dans différents bioclimats, semi-arides, arides, même climat saharien. Quand on descend un peu vers le sud, dans la région de Smara, donc il y a même un oued qui porte le nom de Oued Ergen, au niveau tout à fait au nord-est de Smara. Donc on le trouve un peu sur tous les types de sols, sauf bien entendu les sables mobiles. La quasi-totalité des arganeries s'insèrent dans l'étage de végétation intraméditerranéenne. Là, c'est l'arganier du sud-ouest marocain. Donc, il commence à partir de la région de Safi, jusqu'à la région de Nima. Il va au-delà, jusqu'à Smara. Il y a l'arganier de Ouedglo, c'est dans la région de Khémissat, Rabat. Donc il s'étend sur un peu plus de 170 hectares. Il y a l'arganier du côté de Kafoura, Miznessin, une vingtaine d'hectares. Donc, point de vue approche méthodologique, c'est à travers un certain nombre de relevés qui ont été réalisés depuis un certain nombre d'années au niveau des arganeries. Donc, c'est des relevés phytoécologiques, et au niveau des 3 blocs d'arganiers, et on prenait en considération un certain nombre de paramètres, recouvrement, abondance dominante, et en même temps un certain nombre de paramètres écologiques, sol, exposition, pont, etc. Donc nous avons profité de l'occasion, étant donné que nous avons un certain nombre, une base de données, de tirer les espèces de palmes, de plantes aromatiques médicinales, qui
au-delà de ce rôle socio-économique, joue un rôle environnemental très très important, notamment pour les espèces qui ont été présentées ce matin, donc le forme de Bomirana, le Senecio, Anthroponium, etc. Donc c'est également des enquêtes qui ont été menées auprès de la population locale, des bergers, des herboristes. Les investigations du terrain, ils ont été appuyées par les différents résultats déjà publiés, notamment par un certain nombre d'auteurs, donc Pelletier, Naoui, Maki, professeur Benami. Les espèces recensées ont été évaluées sur leur plan usage médicinal, donc phytothérapie, donc point de vue médecine, donc pure et dure, et pharmacologie, et également sur la base d'un certain nombre de travaux, notamment le travail de Balthazar qui a été fait en 1997, un certain nombre de publications, notamment des travaux de Memouchi, Aïdessa, etc. À partir de l'ensemble des espèces qui ont été recensées au niveau de ces écosystèmes, nous avons dressé une liste des espèces de palmes qui sont soit exploitées, soit potentiellement exploitables, tout en mettant, disons, essayant de mettre en exergue donc, les différents genres, les familles où ils sont organisés. Les résultats, donc les écosystèmes des 3 régions d'Arganie au Maroc offrent plus de 1200 taxa, c'est-à-dire espèces, sous-espèces et variétés, qui sont organisées en 600 genres et 100 familles. Parmi ces espèces, ces taxons et ces taxa, donc nous avons à peu près 185 plantes aromatiques médicinales, dont 151 espèces, 21 sous-espèces, 13 variétés, qui relèvent de 57 familles et 135 genres. À titre d'exemple, vous avez Periploca religata, vous avez l'Ictophyrium, vous avez Tayuga iva, ce sont des plantes médicinales qui sont utilisées donc par la population. La flore vasculaire des écosystèmes arganiens du Maroc compte donc 185 plantes aromatiques médicinales. Le nombre total des familles, c'est 57. En comparaison avec donc, la flore vasculaire du Maroc, donc c'est 42% des 135 familles de la flore vasculaire du Maroc. Le nombre total des genres est de 135, donc soit 14% des 940 genres que compte la flore du Maroc. Là, vous avez également un certain nombre d'espèces de plantes donc, aromatiques et médicinales, aromatiques tout court ou médicinales tout court. Donc vous avez les caraluma, vous avez un certain nombre, donc les lavandes, etc. Le caparis. Point de vue richesse générique, donc il y a le genre Asparagus, c'est le genre le plus représenté point de vue taxon. Donc il y a il est représenté par 4 taxons. Après vous avez 8 genres qui sont représentés par 3 espèces. Après vous avez 28 genres qui sont représentés uniquement par 2 et une grande partie des genres qui ne sont représentés que par 98%. Donc 98% des genres qui ne sont représentés que par un seul taxon. Donc une espèce ou sous-espèce ou variété. Ceci peut être expliqué en grande partie par le fait que les écosystèmes arganiens sont très utilisés, très pâturés, donc surutilisés. La richesse génétique des familles, donc point de vue famille, donc les familles qui sont les plus représentées, ce sont les Astéracées et les Apiacées. Donc avec 10 à 20 genres chacune. Après vous avez 7 familles qui ont entre 5 et 10 genres. Et après vous avez 48 familles
qui ne sont représentés que par moins de 5 genres chacune. La richesse spécifique en taxant par famille, donc en premier lieu, vous avez les astéracées et les lamiacées avec plus de 15 taxants chacune. Après, vous avez les apiacées, les fabacées avec entre 10 et 15 taxants, suivis d'une série de familles, donc 7 qui ont entre 5 et 10 taxants, et plus de 46 familles qui ont moins de 5 taxants chacune. Le travail a fait l'objet d'un catalogue, catalogue des 185 plantes aromatiques médicinales. Nous les avons présentés ici par famille. Nous comptons les publier. Donc, nous avons les photos. Nous allons, dans un prochain avenir, publier un catalogue des plantes aromatiques médicinales des agavés. Là, vous avez les différents genres, les différentes espèces par famille. Donc, en conclusion, parmi les 1200 taxas recensés dans l'agave, 185 sont des femmes qui font l'objet d'une exploitation déjà, ou qui sont potentiellement exploitables. Ce potentiel de femmes offre une réelle opportunité de développement au niveau régional, mais reste confronté à un certain nombre de contraintes, notamment la méconnaissance de la répartition de la ressource. Donc, pour cela, il faut élaborer des cartes, il faut l'exploitation excessive. Donc, malheureusement, ils font l'objet d'une exploitation comme si c'était, on peut la qualifier d'exploitation minière, parce que c'est l'arrachage de ces espèces, et quand ils sont arrachés, donc c'est la disparition pratiquement totale des individus, des populations, et au niveau d'un certain nombre d'habitats et d'écosystèmes. L'absence d'une banque de semences et des plans de qualité, la non-maîtrise des techniques de production, de récolte, de transformation et de conditionnement. Donc, une meilleure valorisation de ces femmes exige une bonne connaissance des potentialités réelles de la ressource. Donc, il faut procéder à des cartographies pour évaluer un peu les superficies occupées par ces femmes, avoir une idée sur leur densité et recouvrement, et surtout le potentiel en phytomasse, l'amélioration des connaissances sur la nature chimique des plantes, sur la période optimale de la collecte de la matière première, l'exploitation rationnelle de la ressource, les techniques d'exploitation et les techniques culturales appropriées, et une connaissance des opportunités des marchés nationaux et internationaux. Une bonne maîtrise de la qualité des produits, une organisation de la filière des femmes, la présence d'industries de transformation des produits bruts, comme solution, vu que la plupart des écosystèmes, si ce n'est pas la totalité, sont des écosystèmes très ouverts, qui sont soumis à une forte pression, donc la domestication paraît une des pistes qui peut contribuer à la sauvegarde de l'alganerie ou des écosystèmes alganiers actuels. Donc, il permettra de conserver le potentiel naturel et produire plus pour le marché national et international, et la constitution de parcs à primaire par région. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Sylvie pour cet exposé. Donc, les chiffres sont parlants et qui mettent en exergue l'importance des écosystèmes organiques, surtout point de vue biens et services qu'ils offrent. Donc, il nous reste 5 minutes, et s'il y a possible, donc, on est déjà à 10h55,
doit terminer vers 11h. S'il y a des questions, 3 à 4 questions, ou commentaires, parce que c'est une stress aussi pour l'académie, parce qu'il la protège contre les bandes, les pages, etc. Ça, on le sait. Mais on ne sait pas que ça protège, ça aide l'académie pour la régénération. Deuxième question pour Guiquel, parce que c'est impressionnant ce qu'on a vu sur les diapos, et même sur le terrain, quand on visite le terrain, des fois on trouve des stations, des peuplements d'académie qui sont presque, on dit qu'ils sont stressés par ce phénomène de Guiquel. Mais aujourd'hui, l'intervenant nous a dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Est-ce que ça ne touche pas, par exemple, le stress hydrique sur l'art? Parce que le fait que l'art perd ses feuilles, donc il y a quelque chose qui cloche. Je vous remercie. Ma question s'adresse à M. Lahi et je voudrais juste avoir une idée sur le secteur des plantes aromatiques. Est-ce que le cadre actuel institutionnel juridique est favorable pour le développement des plantes aromatiques au Maroc? Est-ce que cela ne constitue pas une contrainte qui bloque un peu le développement de ce secteur? Merci. Donc, est-ce que la caractérisation morphologique des fruits d'Arganie est largement suffisante pour donc mettre en évidence la diversité de... Est-ce qu'il y a des études qui s'intéressent à des techniques moléculaires pour mettre en évidence la biodiversité de l'Arganie? Merci. Les intervenants, notamment mes anciens collègues Simrat et Avi, auxquels j'adresse deux petites questions. Pour Simrat, est-ce qu'il ne s'est pas intéressé à l'effet de protection des efforts sur la régénération? Parce que, moi, à mon sens, quand on va, par exemple, dans les anti-atas, on a plus de régénération qui s'explique par un phénomène lié au climat. Moi, j'ai fait ce constat il y a près d'une dizaine d'années. Pendant l'année 96, il y avait une abondance de pluie. C'était vraiment une génération d'Arganie qu'on a dans cette zone et qui est due à deux facteurs. La première des choses, c'est cette abondance, donc c'est un climat favorable, mais aussi l'absence totale du cheptel. Parce que dans l'Anti-Atlas, c'est une région qui est désertée par les humains, donc la plupart sont des commerçants à Paris et à travers le monde, donc il n'y a pas de chèvres, il n'y avait rien. Et on a cette génération. Donc moi, à mon sens, en tant que gestionnaire, ancien gestionnaire, ceci est beaucoup plus dû à l'effet donc, de protection qu'offre le fond. Deuxième question, c'est Dr Afi, qui s'intéresse à des techniques moléculaires pour mettre en évidence la biodiversité de l'Arganie. Merci. Les intervenants, notamment mes anciens collègues Simrat et Afi, auxquels j'adresse deux petites questions. Pour Simrat, est-ce qu'il ne s'est pas intéressé à l'effet de protection des efforts sur la régénération? Parce que, moi, à mon sens, quand on va, par exemple, dans les anti-atas, on a plus de régénération qui s'explique par un phénomène lié au climat. Moi, j'ai fait ce constat il y a près d'une dizaine d'années. Pendant l'année 96, il y avait une abondance de pluie. C'était vraiment une génération d'Arganie qu'on a dans cette zone et qui est due à deux facteurs. La première des choses, c'est cette abondance, donc c'est un climat favorable, mais aussi l'absence totale du cheptel. Parce que dans l'Anti-Atlas, c'est une région qui est désertée par les humains, donc la plupart sont des commerçants à Paris et à travers le monde, donc il n'y a pas de chèvres, il n'y avait rien. Et on a cette génération. Donc moi, à mon sens, en tant que gestionnaire, ancien gestionnaire, ceci est beaucoup plus dû à l'effet donc de protection qu'offre le fond. Deuxième question, c'est Dr Afi. Moi, à mon sens,
possibilités offertes par cette palme constituent un moyen de sauvegarde de l'organisme si on va dans le sens de ce qui a été recommandé, c'est une domestication de ces plantes. C'est-à-dire une valorisation de l'écosystème qui offre une protection parce que le système d'exploitation actuel est un système qui va dans le sens de l'appauvrissement de ces peuplements. Donc, si on change un peu le mode d'exploitation de ces territoires, en adoptant d'autres, donc une sorte de réinstallation d'un écosystème, donc ça va être, on va transformer l'exploitation, les systèmes de production actuels en des systèmes qui sont beaucoup plus viables et durables. Merci. Régénération, donc de plantation à proximité de ces espèces. Il s'explique donc, on voit bien que si on se trouve pas ici à Lévi, à Tiznit, dans les écosystèmes de Tiznit. J'ai effectué d'autres travaux de régénération dans les espèces neutres, dans les espèces accompagnées que j'ai gagnées, donc à savoir comme ici à l'Ulysse et jujuvier. Donc ces deux espèces, donc j'ai effectué les travaux dans des parcelles mises en défense parce qu'on ne peut pas les trouver, surtout comme ici à l'Ulysse, on ne peut pas les trouver ailleurs, donc hors mise en défense, on ne peut pas la trouver parce qu'elle est palatable. Alors que pour Euphorbia bombiana, c'est une espèce non palatable capable de protéger donc, les plantes d'araignée contre la dentelle de bétail. Et pour la deuxième question de Séverina, donc pour l'effet protecteur de Euphorbia bombiana, on n'a pas été inclus dans l'étude parce que nous avons travaillé dans une parcelle clôturée, mise en défense, donc pour éviter donc, plusieurs variables. Donc on a une seule variable qui est en jeu, c'est la protection des Euphorbia bombiana, donc contre les rayons du soleil. Donc c'est tous les facteurs donc en bloc qui fournissent donc les choses de forme pour la protection d'abord des plantes d'araignée et aussi des conditions de microstationnaires donc qui fournissent donc les tubes de Euphorbia. Donc l'effet protecteur contre la dent de bétail n'est pas en jeu parce que clôturée, la parcelle expérimentale est clôturée. Donc les plants, que ce soit à proximité de Euphorbia ou dans les zones ouvertes, n'ont pas donc, ce problème de boutage par le bétail. Merci. Du procès pour arriver à conclure qu'il s'agit d'un stress. C'est possible, c'est un stress. Mais sans étude, on ne peut pas constater sur ça. La diversité foliaire ne va jamais être. C'est pas la finalité. Mais si on n'a pas de diversité foliaire, à mon avis, il ne faut pas aller plus loin. C'est vrai que l'étude moléculaire est intéressante, sauf que nous, ce qui a été intéressant, ce qui nous a frappé, c'est que ce n'est pas la même chose qui se passe au Maroc. Voilà. Au Maroc, nous, la diversité, elle est entre les populations. Au Maroc, apparemment, la diversité est à l'intérieur des populations. Et est-ce que c'est le bioclimat? Est-ce que ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que l'approche moléculaire serait intéressante à envisager. J'ai une petite remarque, par contre, par rapport aux intervenants, qui sont, désolée de la rajouter. Tout le monde met arganier endémique marocaine. J'ai rien à faire ici, alors quoi. C'est une endémique algéro-marocaine. Vous pouvez dire que c'est une endémique qui va de tel bioclimat à tel bioclimat, mais on en a en Algérie. Voilà. Juste après moi, quelqu'un est venu dire que c'est une endémique marocaine, ça a continué après. Elle existe aussi en Algérie. Voilà. Merci. Adressé concernant le cadre juridique, je pense que le commissariat dispose d'une stratégie qui a été élaborée en 2016-2018 et il a posé tous les jalons, tout ce qu'il faut pour développer donc cette filière de palme au Maroc. Concernant la question de Simena, donc effectivement, dans l'état actuel des choses, les écosystèmes font l'objet d'une surutilisation. Bien entendu, les solutions sont en dehors de la forêt,
particulière à un certain nombre d'espèces qui, quand ils ne sont pas exploités, quand ils ne sont pas valorisés, au contraire, ils dépérissent, notamment les nappes, le thym, le Thymus satellides. Quand il est exploité, ça lui permet de se rajeunir, de se renouveler. Donc, effectivement, le grand paquet, ça va être au niveau du périforestier, mais cela n'empêche que les prélèvements, quand ils sont bien dosés, quand ils sont bien étudiés, ils permettent donc le renouvellement, le rajeunissement d'un certain nombre d'espèces, et plus particulièrement les thym, donc Thymus saturoides, Thymus pallidus, etc. Merci. Le commissariat pour développer ce secteur-là. Et il y a eu dernièrement donc, la culture d'un projet d'envergure qui a été financé par le PNUD, le FEN, tout un ensemble d'organisations, et qui a abouti spécifiquement sur un plan d'action de développement des plantes aromatiques et médicinales. Il y a aussi un cadre juridique dans le sens de collaboration entre le Haut Commissariat et un certain nombre de coopératives qui se sont constituées eux-mêmes en fédération. Donc le cadre juridique existe pour promouvoir ce secteur parce que le Haut Commissariat s'est rendu compte que c'est un secteur très porteur et qui peut avoir une très grande plus-value et une retombée très importante pour la population locale. Donc il y a tout un aspect d'organisation en coopérative, en IGE et en fédération suite à la sortie de la dernière loi des fédérations donc, de métiers, des différents métiers. Donc il y a donc une fédération qui s'est créée dernièrement, regroupant un certain nombre donc, de coopératives, d'industriels et de collecteurs. Merci. La valorisation, mais aussi pour mieux protéger, il faut la traçabilité et la certification. Pour vraiment arrêter l'exploitation anarchique et cibler vraiment et optimiser l'usage de ces plantes aromatiques. La séance est clôturée. Merci beaucoup pour votre attention et votre participation très active.